Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S808 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 mai 2024. Nous sommes toujours avec Marc Rabuto et Victor Lopez de Digitaccess pour cette grande émission dédiée au sac photo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Marc. Quelles sont les grandes familles de sacs photo ? Donc, on l'a dit, les sacs d'épaule, les premiers, on va dire historiquement. Les sacs à bandoulière, ce qu'on appelle plus communément les sling bags. Ensuite, les sacs à dos, bien sûr. Et après, on va avoir les valises qui sont plus, effectivement, un peu plus professionnelles, destinées principalement aux photojournalistes et aux personnes qui voyagent beaucoup et qui transportent beaucoup de matériel. Victor, c'est quoi les critères qui entrent dans le choix de son sac photo ? Alors bon courage. Pour résumer ça, on va pouvoir réécouter l'émission. Mais non, on va dire que les critères principaux vont vraiment être déjà pourquoi j'ai besoin d'un sac photo, quelles sont les utilisations que je vais en avoir, quel est mon budget. Même si on a vu que de moins en moins, ça devient un des critères principaux. Quel est le matériel dont je vais avoir besoin, non pas quotidiennement, mais on va dire le plus souvent. Est-ce que ça va être de mettre l'intégralité de mon matériel ou seulement d'y insérer de temps en temps une partie de mon matériel. Et ensuite, le troisième critère, ça va être vraiment le confort, et qui va de mèche un petit peu avec la durabilité, puisque si un sac, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, en vient à se détériorer, on n'a plus de confort, et donc notre sac n'est plus utilisable. Et j'en remettrai une couche, comme je l'ai fait dans notre discussion, sur l'accessibilité, qui a été un point qu'on a abordé un petit peu tout au long de nos échanges, finalement. Marc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les photographes et les vidéastes ont souvent plusieurs sacs photos ? Parce que ce sont des geeks, comme nous, comme nous tous. Parce que, effectivement, on aime se faire plaisir à acheter des sacs et à allier, on va dire, la protection et donc le pratique au plaisir. Donc de se dire, quitte à avoir un sac pour transporter mon matériel, autant que ça soit quelque chose qui plaise à l'œil ou du moins qui me plaise à moi. Après, on le disait, c'est complètement subjectif. C'est-à-dire que quelqu'un va être fan d'une marque et pour son collègue, ça va être pas du tout le cas. Donc là aussi, on se fait plaisir. On fait aussi, ça fait aussi partie des critères, le design, mais c'est certes pas le premier. Quand on achète un sac, c'est, on le disait, pour ranger son matériel, pour le transporter surtout et pour le protéger. Victor, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi certains sacs photos deviennent légendaires ? Pourquoi certains sacs photos deviennent légendaires ? Je pense que c'est les utilisateurs qui le font devenir légendaire. Bien évidemment, il y a au départ une marque va faire de la R&D, va faire de l'innovation, etc., etc. Mais au final, comme on dit, le client est roi et l'utilisateur final va décider ou non du succès d'un sac, comme l'a pu être, tout à l'heure on le rappelait, le sac à dos Peak Design Everyday, les valises Syntank Airport. Pourquoi la valise Syntank Airport plutôt que la valise Takeoff ? C'est vraiment le client final qui va en définir vraiment la destinée. C'est ça. Mais ce qui peut faire aussi la légende d'une marque, c'est toute l'histoire qu'il y a autour, c'est l'artisanat. Et là, on va peut-être inviter
les auditeurs à réécouter toute notre grande discussion dans laquelle tu racontes aussi l'histoire familiale de Billingham notamment. Et ça peut participer aussi, quoi. Oui, aussi, tu as raison. Ce qui est important aussi de regarder, c'est qu'aujourd'hui, toutes les marques ont des chaînes YouTube, font des reportages dans les usines, justement, parce que c'est important de montrer d'où vient le sac. Pourquoi c'est rare, pourquoi il y en a moins. D'où vient le sac, comment il est fabriqué. Yann Millard, qui est donc un des 2 fondateurs de Shimoda, il fait lui-même ses vidéos pour faire des tutos, pour montrer comment installer. Il est très inspirant, hein. J'ai regardé pas mal de ses vidéos. Comment mettre canadien, très sympa. Oui, comment mettre par exemple son AirTag dans le sac, parce qu'effectivement, on l'a pas parlé, on parlait tout à l'heure du risque de se faire voler, mais effectivement, il y a des nouveaux usages comme ça avec le AirTag. Donc les sacs Shimoda, comme les Tenba d'ailleurs, intègrent une petite pochette secrète dans le sac dans lequel on peut venir mettre un AirTag. On espère ne pas en avoir besoin, mais ça peut rendre service. Donc elle est tellement bien cachée que parfois on la trouve pas. Donc à force qu'on lui pose la question, il s'est dit bah tiens, je vais faire une vidéo. Mais il fait aussi des visites d'usines. Et ça, c'est hyper intéressant parce que justement là, ça permet de rentrer vraiment dans le concret, de se dire voilà la matière qui va être utilisée sur votre sac, la fermeture éclair, quel type de fermeture éclair on utilise. Quel type de fabrique, de tissu on va utiliser. Et ça c'est intéressant parce que, je le disais tout à l'heure, quand on achète un sac, on ne se rend pas compte du nombre de pièces, on ne se rend pas compte qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs dizaines de tissus différents en fonction de l'emplacement. Parce qu'effectivement, il faut que le fond soit beaucoup plus dense et imperméable et résiste beaucoup plus à l'abrasion que la partie supérieure, etc., etc. Donc, toutes les marques, y compris celles qu'on ne distribue pas, mais ont des chaînes YouTube, communiquent dessus, font des visites d'usines. Et donc, c'est intéressant. J'invite tout le monde à aller les voir parce que c'est toujours intéressant de voir dans quelles conditions c'est fabriqué. Et une marque qui ne communique pas aujourd'hui sur ça, effectivement, il peut y avoir des questions à se poser. Victor, quel budget prévoir pour un bon sac photo ? Tout va dépendre de l'utilisation encore qu'on va en avoir. Si on débute dans la photo et qu'on est plus sur un usage urbain, on va plus tourner autour d'une centaine d'euros. Ensuite, on va venir s'équiper d'un 2e objectif, d'un 3e objectif. On va avoir besoin d'un sac à dos. Là, on va être pareil si on reste dans l'urbain sur 150, 200, 250 euros. Si on va vraiment aller dans l'extrême, dans l'outdoor, on sera plus sur 300-400 euros. Et ensuite, les valises professionnelles peuvent aller jusqu'à 800 ou 1000 euros. Donc, c'est vraiment en fonction de son usage. Mais encore une fois, il ne faut pas, et je pense que les gens l'ont compris, les gens ne choisissent plus en fonction d'un budget. Ils sont prêts à attendre quelques semaines, voire quelques mois, d'avoir un peu plus d'argent pour trouver le sac qui convient à leur usage. Et pour terminer, est-ce que le sac photo idéal existe ? Eh bien, non, et heureusement. Sinon, on ne ferait pas des émissions. Sinon, on aurait tous le même. Donc, ça serait pas forcément idéal, je pense. Et puis, pour nous, ça serait pas forcément idéal non plus. Non, mais sérieusement, comme on l'a dit, le sac idéal, c'est pas le même pour chacun. Donc, ça fait partie de la quête, de se dire effectivement. Aujourd'hui, j'utilise telle configuration, je vais visiter tel pays, je vais faire de la rando ou je fais que de la ville. Donc j'ai besoin de ce sac-là. Et puis peut-être que dans 10 ans, j'utiliserai un tout autre matériel et je ne serai plus du tout au même endroit. Et donc à ce moment-là, mes goûts auront peut-être changé aussi. Et donc, je me ferai plaisir aussi en achetant un autre sac. Parce qu'effectivement, on le disait, on en parlait au départ. Il y a aussi le côté coup de cœur, le côté attaché au
à son matériel. Hein. On l'est tous, hein. On aime tous notre matériel, on le garde longtemps. Et ben le sac en fait partie, même si l'avantage du sac, c'est que ça coûte quand même moins cher qu'un zoom qui ouvre à 2.8. donc on peut en acquérir plus souvent, mais l'intérêt, c'est ça. C'est aussi de... Oui, où on peut être attaché à un modèle en particulier puis en changer. On a écouté Frédéric Stussin qui multiplie les Billingham pour divers usages. Donc non, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, à cette question-là, tout le monde répondra à quelque chose de différent. Bon, et on conclura donc là-dessus. Merci beaucoup pour toutes ces explications.